Bonjour à tous, et bienvenue sur Histoire de tous les jours, le canal où les récits de vie prennent vie pour vous toucher, vous émouvoir et vous inspirer. Si vous aimez les histoires pleines d'émotions, de suspense et de secrets familiaux, je vous invite chaleureusement à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire, une histoire vraie, celle d'une femme ordinaire confrontée à des vérités extraordinaires. Asseyez-vous, prenez un thé, et plongez avec moi dans ce récit qui a changé ma vie pour toujours. Je m'appelle Claire, j'ai 38 ans, et ma vie, jusqu'à récemment, n'avait rien de spectaculaire. J'habite une petite ville dans le nord de la France, dans un appartement modeste au 3e étage d'un immeuble sans ascenseur. Chaque matin, je me lève à 6 heures, je prépare un café noir dans une vieille cafetière qui fait un bruit infernal, et je pars travailler comme secrétaire dans une petite étude notariale. Mon quotidien est rythmé par des tâches répétitives, taper des courriers, répondre au téléphone, organiser des rendez-vous. C'est une vie simple, presque invisible, mais elle me convient. Ou plutôt, elle me convenait, jusqu'à ce que tout bascule. Je ne sais pas par où commencer pour vous parler de ma famille. C'est un sujet douloureux, comme une plaie qui ne cicatrise jamais vraiment. Ma mère, Catherine, était une femme impressionnante, une figure dominante dans notre petite ville. Elle dirigeait une entreprise de textile, héritée de son propre père, et tout le monde la respectait. Mais à la maison, elle était froide, distante, presque dure. Je me souviens de son regard, toujours scrutateur, comme si elle cherchait en moi une faille à corriger. Elle est décédée il y a 3 mois, d'une crise cardiaque, à l'âge de 65 ans. Sa mort m'a laissé dans un étrange vide, pas vraiment du chagrin, mais une sorte de regret, comme si j'avais attendu toute ma vie un geste d'amour qu'elle n'a jamais su me donner. Puis, il y a mon frère aîné, Marc, 42 ans, marié, père de 2 enfants que je vois rarement. Marc est ambitieux, toujours impeccablement vêtu, avec cette assurance qui frôle l'arrogance. Il a repris une partie des affaires de ma mère et rêve d'expandre l'entreprise à l'international. Quand nous étions enfants, il était mon héros, celui qui me protégeait des disputes entre nos parents. Mais en grandissant, il s'est éloigné, comme si je n'étais plus digne de son attention. Aujourd'hui, nos conversations se limitent à des banalités, et je sens qu'il me regarde de haut, comme si ma vie modeste était une insulte à son succès. Ma sœur cadette, Sophie, 35 ans, est tout le contraire de Marc. Elle est impulsive, manipulatrice, avec un rire qui peut être aussi charmeur que cruel. Sophie a toujours su obtenir ce qu'elle voulait, que ce soit l'attention de ma mère ou les faveurs des gens autour d'elle. Elle vit à Paris, dans un appartement chic qu'elle partage avec son fiancé, un avocat d'affaires. Sophie et moi n'avons jamais été proches. Elle me reproche souvent d'être trop fade, trop banale, et ces mots, même s'ils semblent anodins, ont toujours le pouvoir de me blesser profondément. Et puis, il y a ma tante Élise, la sœur cadette de ma mère. Élise est différente. Elle est douce, presque fragile, avec des cheveux gris qu'elle porte en chignon lâche et des yeux qui semblent toujours comprendre plus qu'ils ne laissent paraître. Élise a été la seule à m'appeler régulièrement après la mort de ma mère, à me demander comment j'allais, à m'écouter vraiment. Elle vit seule dans une petite maison à la campagne, entourée de rosiers qu'elle soigne comme s'ils étaient ses enfants. Élise a toujours été un refuge pour moi, un point d'ancrage dans la tempête qu'est ma famille. Mon père, lui, est une ombre dans mon histoire. Il a quitté la maison quand j'avais 6 ans, et mes souvenirs de lui sont flous, une voix grave, une main qui ébouriffait mes cheveux, une odeur de tabac et de bois. Ma mère refusait de parler de lui, et Marc et Sophie semblaient avoir rayé son existence de leur mémoire. Parfois, je me demande s'il est encore en vie, s'il pense à moi, mais ses pensées me font trop mal, alors je les repousse. Tout a commencé il y a 2 semaines, lorsque j'ai reçu une lettre officielle m'informant que la lecture du testament de ma mère aurait lieu au manoir familial, une grande maison ancienne située à 1 heure de route de chez moi. Ce manoir, je ne l'avais pas revu depuis des années. C'était là que nous passions nos étés quand j'étais enfant, un lieu rempli de souvenirs à la fois doux et douloureux. Je revois les couloirs sombres, les tapis usés, l'odeur de cire et de vieux bois. C'était une maison imposante, presque intimidante, comme ma mère elle-même. En recevant la lettre, j'ai ressenti un mélange d'appréhension et d'espoir. Peut-être que ce testament serait une chance de comprendre ma mère, de trouver une trace de l'amour qu'elle ne m'a jamais montré. Ou peut-être que ce n'était qu'un vœu pieux. Quoi qu'il en soit,
Je savais que je devais y aller. J'ai pris un jour de congé, enfilé ma robe la plus sobre, une robe bleu marine que je porte pour les occasions importantes, et je suis montée dans ma vieille Peugeot pour rejoindre le manoir. Le trajet était long, et la pluie battait contre le pare-brise, rendant la route floue. Mes pensées tournaient en boucle. Que pouvait bien contenir ce testament? Ma mère avait toujours été claire sur le fait que l'entreprise reviendrait à Marc, et Sophie avait déjà reçu des cadeaux somptueux de son vivant. Moi, je n'attendais rien, ou presque. Mais une petite voix en moi espérait, malgré tout, un geste, une reconnaissance. Quand je suis arrivée devant le manoir, la pluie avait cessé, laissant place à un ciel gris et lourd. La maison se dressait devant moi, plus imposante que dans mes souvenirs, avec ses grandes fenêtres et ses murs couverts de lierre. J'ai garé ma voiture à côté de celle de Marc, une berline noire rutilante, et de celle de Sophie, une décapotable rouge qui semblait crier son prix. Déjà, je me sentais déplacée. En entrant, j'ai été accueillie par Élise, qui m'a serrée dans ses bras. « Claire, ma chérie, tu es là », a-t-elle dit, sa voix douce comme une caresse. Elle portait une jupe longue et un châle en laine, et son sourire m'a instantanément apaisée. Mais cette chaleur a vite été éclipsée par l'arrivée de Sophie, qui a traversé le hall en claquant des talons. « Tiens, Claire, tu as fait l'effort de venir », a-t-elle lancé, son ton dégoulinant d'ironie. « On dirait que tu sors d'un enterrement avec cette robe. » J'ai ravalé ma réponse, habituée à ses piques. Marc est apparu à son tour, téléphone à l'oreille, terminant une conversation d'affaires. Il m'a à peine regardé, se contentant d'un « Salut, Claire », distrait avant de s'asseoir dans le grand salon, où l'avocat nous attendait. Le salon était tel que dans mes souvenirs, des meubles en acajou, un lustre imposant, et cette odeur de cire qui semblait imprégner chaque mur. L'avocat, un homme d'une 50aine d'années avec des lunettes rondes et un costume strict, était déjà installé à une table, un dossier épais devant lui. Il nous a invités à nous asseoir, et j'ai pris place à côté d'Élise, sentant mon cœur battre plus fort. « Merci d'être tous présents », a commencé l'avocat, sa voix grave résonnant dans la pièce. Nous allons procéder à la lecture du testament de Madame Catherine Dubois. Marc a croisé les bras, l'air sûr de lui. Sophie a ajusté une mèche de cheveux, un sourire en coin. Élise a posé une main sur mon genou, comme pour me dire qu'elle était là. Moi, je fixais mes mains, nouées sur mes genoux, incapable de calmer les battements de mon cœur. Je ne savais pas encore que cette journée, qui devait être une simple formalité, allait bouleverser ma vie. Que derrière les mots froids d'un testament se cachait un secret qui allait me briser, mais aussi me révéler une vérité que je n'avais jamais osé imaginer. Le silence dans le salon du manoir était oppressant, seulement brisé par le froissement des papiers que l'avocat manipulait avec une précision mécanique. Nous étions tous assis, figés, attendant que les mots de ma mère, couchés sur ce testament, viennent sceller notre avenir. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. Marc, à ma gauche, tapotait nerveusement son genou, son costume impeccable contrastant avec l'agitation qu'il tentait de masquer. Sophie, en face, croisait les jambes avec une élégance étudiée, un sourire narquois flottant sur ses lèvres. Tante Élise, à mes côtés, gardait une main posée sur la mienne, un geste discret mais réconfortant. Moi, Claire, 38 ans, secrétaire sans éclat, je me sentais comme une intruse dans cette maison qui avait été mon foyer, il y a si longtemps. L'avocat, Monsieur Lefebvre, ajusta ses lunettes et s'éclaircit la gorge. « Commençons, » dit-il, sa voix aussi froide que le marbre du sol sous mes pieds. Il ouvrit le dossier et lut les premières lignes, des formalités juridiques qui semblaient interminables. Je sentais la tension monter, comme une vague prête à s'écraser. Ma mère, Catherine, avait toujours aimé contrôler, même dans la mort, et je savais que ce moment serait tout sauf anodin. À mon fils, Marc Dubois, commença l'avocat, je lègue la direction et la propriété de l'entreprise textile Dubois et Fils, ainsi que les liquidités associées au compte principal de l'entreprise, d'un montant estimé à 3 millions d'euros. Un sourire satisfait éclaira le visage de Marc. Il hocha la tête, comme si ce legs était une évidence. « C'est ce qu'elle aurait voulu », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour nous. Sophie lui lança un regard en coin, mais ne dit rien. Je sentis une pointe d'envie, vite étouffée par la résignation. Bien sûr, Marc héritait de l'Empire. C'était logique. Il avait toujours été le préféré,
celui qui portait les ambitions de ma mère. L'avocat poursuivit. À ma fille, Sophie Dubois, je lègue la maison de vacances à Nice, ainsi que le portefeuille d'actions secondaires, d'une valeur approximative de 500 000 euros. Sophie laissa échapper un petit rire, un mélange de triomphe et de soulagement. Oh, maman, tu savais ce que j'aimais, dit-elle, ses yeux brillants de satisfaction. Elle se tourna vers moi, et son sourire s'élargit, presque cruel. Tu vois, Claire, maman savait récompenser ceux qui le méritent. Je baissai les yeux, sentant mes joues s'empourprer. Les mots de Sophie étaient comme des aiguilles, piquant là où ça faisait mal. Je n'attendais pas grand-chose, mais une part de moi espérait, stupidement, un geste de ma mère, quelque chose qui dirait « Claire, tu comptes ». Mais les secondes passaient, et l'avocat tournait les pages, semblant hésiter. Enfin, il arriva à mon nom. À ma fille, Claire Dubois, dit-il, et il marqua une pause, comme s'il savait que ce qu'il allait lire changerait tout. Je lègue ma Renault 4 litres de 1978, actuellement stockée dans le garage du manoir, ainsi qu'une lettre scellée qui lui sera remise en privé après cette lecture. Un silence glacial s'abattit sur la pièce. Puis, soudain, Sophie éclata de rire, un rire aigu qui résonna comme une gifle. Une voiture ? Une vieille bagnole rouillée ? Oh, Claire, c'est parfait pour toi. Elle se tourna vers Marc, cherchant son approbation. Tu ne trouves pas ça hilarant ? Maman avait vraiment le sens de l'humour. Marc ne rit pas, mais un sourire narquois étira ses lèvres. Eh bien, Claire, tu pourras toujours la vendre pour quelques euros. Ça paiera peut-être ton loyer. Je sentais mon visage brûler, mes mains trembler sur mes genoux. Une voiture. Une Renault 4 litres. Je me souvenais vaguement de cette voiture, garée dans le garage du manoir, couverte de poussière, un vestige d'une époque que je n'avais jamais vraiment connue. Pourquoi ? Pourquoi ma mère m'avait-elle laissé ça, alors que Marc et Sophie recevaient des fortunes ? Était-ce une blague cruelle, un dernier moyen de me rappeler que je n'avais jamais été à la hauteur ? Élise serra ma main plus fort. Ne les écoute pas, ma chérie, murmura-t-elle, si bas que seul moi pouvais l'entendre. Ta mère avait ses raisons. Mais ces mots ne suffirent pas à apaiser la tempête en moi. Je me sentais nue, exposée, humiliée devant ma famille. Chaque rire de Sophie, chaque regard condescendant de Marc creusait un peu plus la plaie. J'avais envie de crier, de leur demander pourquoi ils me méprisaient autant, mais les mots restaient coincés dans ma gorge. L'avocat, imperturbable, referma le dossier. Concernant la lettre pour mademoiselle Claire Dubois, elle vous sera remise en privé, comme stipulé. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais conclure cette réunion. Sophie se leva d'un bond, son sac de Marc à la main. Pas de questions. Tout est clair, n'est-ce pas, Claire ? Profite bien de ta relique. Elle quitta la pièce en riant, suivie par Marc, qui me lança un dernier regard, mi-amusé, mi-dash indifférent. J'y restais assise, incapable de bouger. Élise posa une main sur mon épaule. Viens, Claire. Allons chercher cette lettre. L'avocat me tendit une enveloppe scellée, cachetée à la cire rouge, avec mon nom écrit de l'écriture élégante de ma mère. Mes doigts tremblaient en la prenant. Vous devez l'ouvrir seul, dit-il, son ton neutre mais ferme. Ce sont les instructions de Madame Dubois. Je hochai la tête, incapable de répondre. La lettre pesait lourd dans ma main, comme si elle contenait bien plus que du papier. Élise m'accompagna jusqu'au hall, où l'air était plus frais, loin de l'atmosphère étouffante du salon. Prends ton temps, Claire, dit-elle doucement. Quoi qu'il y ait dans cette lettre, tu es plus forte que tu ne le penses. Je la regardai, cherchant du réconfort dans ses yeux gris. Pourquoi, Élise ? Pourquoi une voiture ? Pourquoi me faire ça ? Elle soupira, et pendant un instant, j'eus l'impression qu'elle savait quelque chose, un secret qu'elle ne pouvait pas encore partager. Ta mère n'était pas simple, Claire. Mais elle ne faisait rien sans raison. Ces mots tournaient dans ma tête alors que je quittais le manoir, l'enveloppe glissée dans mon sac. Dehors, la pluie avait repris, et je courus jusqu'à ma voiture, trempée en quelques secondes. Une fois à l'intérieur, je posai l'enveloppe sur le siège passager, incapable de l'ouvrir. Pas encore. L'humiliation était trop fraîche, la douleur trop vive.
Les rires de Sophie résonnaient encore dans mes oreilles, et l'indifférence de Marc me pesait comme une pierre. J'ai démarré la voiture et pris la route du retour, mes pensées embrouillées. Une Renault 4 litres. Une lettre scellée. Pourquoi? Qu'est-ce que ma mère essayait de me dire, même dans la mort? Était-ce une dernière moquerie, ou y avait-il autre chose, quelque chose que je ne comprenais pas encore? En arrivant chez moi, je garai ma Peugeot dans la rue, sous un lampadaire vacillant. Mon appartement était sombre, silencieux, un contraste brutal avec l'agitation du manoir. Je posai l'enveloppe sur la table de la cuisine, à côté de ma tasse de café froide. Je fixai le cachet de cire rouge, hésitant. Une partie de moi voulait la déchirer, découvrir ce que ma mère avait à dire. Une autre partie voulait la jeter, oublier cette journée et ses blessures. Mais quelque chose me retenait. Une intuition, peut-être, ou un espoir fragile. Élise avait raison, ma mère ne faisait rien sans raison. Et cette lettre, cette voiture, était peut-être plus qu'une humiliation. Elles étaient peut-être une clé, un mystère à résoudre. J'y ai pris une profonde inspiration et saisis l'enveloppe. Mes doigts tremblaient en brisant le cachet. À l'intérieur, une seule feuille de papier, pliée avec soin, et ces mots, écrits de la main de ma mère. Claire, la vérité est dans la voiture. Trouve-la, et tu comprendras tout. Je relus la phrase, encore et encore, mon cœur battant à tout rompre. La vérité? Quelle vérité? Et pourquoi une voiture, une vieille Renault 4 litres, serait-elle la clé de quoi que ce soit? Je sentais une vague d'adrénaline monter en moi, mêlée de peur et de curiosité. Quelque chose se réveillait en moi, une détermination que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. J'y ai rangé la lettre dans mon sac, décidant de ne pas agir tout de suite. J'avais besoin de temps, de réfléchir, de comprendre. Mais une chose était sûre, je n'allais pas laisser les rires de Sophie ou l'indifférence de Marc me définir. Pas cette fois. Cette nuit-là, je dormis à peine, hanté par les mots de ma mère et par le poids de cette journée. L'humiliation brûlait encore, mais sous la douleur, une étincelle s'était allumée. Une étincelle de curiosité, de défi, de courage. Je ne savais pas encore où cette voiture et cette lettre me mèneraient, mais j'étais prête à le découvrir. La nuit qui suivit la lecture du testament fut agitée. Je tournais et retournais dans mon lit, l'enveloppe de ma mère posée sur la table de nuit, ces mots gravés dans mon esprit. Claire, la vérité est dans la voiture. Trouve-la, et tu comprendras tout. Ces mots étaient comme une énigme, un défi, mais aussi une accusation. Pourquoi ma mère m'avait-elle laissé avec si peu, une vieille Renault 4 litres et une phrase cryptique, alors que Marc et Sophie avaient hérité de fortune? Était-ce une dernière moquerie, ou y avait-il vraiment quelque chose à découvrir? À l'aube, épuisé par mes pensées, je pris une décision, je devais voir cette voiture, comprendre ce qu'elle cachait. Peu importait l'humiliation de la veille, les rires de Sophie, l'indifférence de Marc. J'allais suivre cette piste, même si je ne savais pas où elle me mènerait. Le lendemain matin, après un café rapide, je pris la route pour retourner au manoir. La pluie de la veille avait laissé place à un ciel gris, chargé de nuages lourds. Ma vieille Peugeot cahotait sur les routes de campagne, et chaque kilomètre renforçait mon appréhension. Le manoir n'était pas un lieu de souvenirs heureux, mais un mausolée de tensions familiales, de silence pesant. Pourtant, c'était là que se trouvait la Renault 4 litres, et peut-être, la clé du mystère. En arrivant, je garai ma voiture près du garage, une bâtisse en pierre attenante au manoir, couverte de lierre. La porte grinça lorsque je l'ouvris, révélant une odeur de moisi et d'essence. La Renault 4 litres était là, au fond, sous une bâche poussiéreuse. Elle semblait abandonnée depuis des décennies, sa peinture verte écaillée, les pneus à moitié dégonflés. Je m'approchai, le cœur battant, et tirai la bâche d'un geste brusque. La voiture était encore plus délabrée que dans mon souvenir, des taches de rouille parsemaient la carrosserie, et le pare-brise était couvert d'une fine couche de saleté. Pourquoi, maman? Pourquoi me laisser ça? Je pris une profonde inspiration et ouvris la portière, qui protesta avec un grincement. L'intérieur sentait le cuir usé et le renfermé. Je m'assis sur le siège conducteur, les mains posées sur le volant, comme si la voiture allait me parler. La vérité est dans la voiture, avais-je lu. Mais où chercher? Je fouillai la boîte à gants, ne trouvant que des vieux tickets de parking et un manuel jauni. Sous les sièges, rien d'autre que de la poussière.
Puis, en ouvrant le coffre, je sentis mon pouce accélérer. Là, sous une couverture élimée, je découvris un petit compartiment métallique, à peine visible dans l'obscurité. Mes doigts tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, il y avait une enveloppe Kraft, scellée avec du ruban adhésif, et une clé rouillée, attachée à un porte-clés en forme de cœur. L'enveloppe contenait une liasse de documents jaunis, des titres de propriété à première vue, mentionnant une maison dans un village appelé Saint-Véran, à 2 heures de route. Le nom ne me disait rien, mais un détail attira mon attention, le nom de mon père, Jacques Dubois, apparaissait sur les documents, daté de 1989, l'année où il avait disparu de nos vies. J'y restais figé, l'enveloppe dans les mains. Mon père. Pourquoi son nom était-il lié à cette voiture, à cette propriété? Ma mère avait toujours refusé de parler de lui, et Marc et Sophie semblaient avoir effacé son existence. Était-ce cela, la vérité dont parlait la lettre? Un mélange de peur et d'excitation monta en moi. Je glissai les documents et la clé dans mon sac, refermai le coffre et quittai le garage, déterminé à en savoir plus. Dès retour chez moi, je passai l'après-midi à faire des recherches sur Saint-Véran. C'était un petit village isolé, niché dans les collines, connu pour ses vieilles maisons en pierre et son calme presque oppressant. Les titres de propriété indiquaient une maison au bord du village, mais il n'y avait aucune photo, aucune information récente. Je tapai le nom de mon père sur Internet, espérant trouver une trace, mais rien. Juste un vide, comme s'il n'avait jamais existé. Cette absence me pesa, réveillant des souvenirs flous, son rire grave, ses mains rugueuses, sa manière de m'appeler « ma petite étoile ». J'avais 6 ans quand il était parti. Pourquoi? Était-il vraiment parti de son plein gré, comme ma mère l'avait toujours affirmé? Mon téléphone vibra, interrompant mes pensées. C'était Sophie. Je hésitais, mais décrochai. « Claire, tu as ouvert la lettre ?» demanda-t-elle sans préambule, sa voix tranchante. J'y fronçai les sourcils. Comment savait-elle pour la lettre? L'avocat avait dit qu'elle était confidentielle. Ça ne te regarde pas, Sophie, répondis-je, essayant de garder mon calme. Elle ricana. Oh, arrête, Claire. Tu crois vraiment que maman t'a laissé quelque chose d'important? Cette voiture, c'est une blague. Mais si tu as trouvé autre chose, tu ferais mieux de me le dire. Pourquoi tu t'intéresses autant à ma part, rétorquai-je, agacé. Tu as eu ce que tu voulais, non? Un silence tendu suivit. Puis, d'un ton plus doux, presque mielleux, elle ajouta, « Écoute, je veux juste m'assurer que tout est clair. On est une famille, non ?» Je raccrochai sans répondre, le cœur battant. Sophie ne s'intéressait jamais à moi sans raison. Son appel confirmait une chose, elle soupçonnait quelque chose. Mais quoi? Était-elle au courant de ce que la voiture cachait? Et Marc, était-il impliqué? Je repensai à son regard au manoir, moins moqueur que calculateur. Une boule se forma dans ma gorge. Je n'étais pas prête à partager ce que j'avais trouvé, pas avant de comprendre. Le lendemain, je décidai de partir pour Saint-Véran. J'avais besoin de réponses, et cette maison, cette clé, était ma seule piste. Mais un nouvel obstacle surgit, en démarrant ma Peugeot pour aller au travail, le moteur toussa, puis s'arrêta net. Panne. Je jurai à voix haute, frappant le volant. C'était la dernière chose dont j'avais besoin. J'appelai un garagiste, qui m'informa que la réparation prendrait plusieurs jours. Sans voiture, aller à Saint-Véran serait compliqué, mais je refusai d'abandonner. Ce soir-là, alors que je rentrais à pied de l'épicerie, mon téléphone sonna à nouveau. Numéro masqué. Je répondis, méfiante. Une voix masculine, rauque, murmura, « Laissez tomber, Claire. Ne fouillez pas dans le passé. Vous n'êtes pas prête pour ce que vous trouverez. » Je me figeai sur le trottoir, le sac de course glissant presque de mes mains. « Qui êtes-vous » demandai-je, la voix tremblante. Pas de réponse. La ligne coupa. Je regardai autour de moi, soudain consciente des ombres dans la rue déserte. Était-ce une plaisanterie? Une menace? Mon instinct me criait de faire attention, mais ma curiosité était plus forte. Quelqu'un savait ce que je cherchais, et cette personne ne voulait pas que je trouve. Le lendemain, je louai une voiture, une petite Clio, et pris la route pour Saint-Véran. Le trajet était long, sinueux, à travers des routes bordées de champs et de forêts.
Chaque virage semblait amplifier mon anxiété. Je repensais à la voix au téléphone, à l'appel de Sophie, aux documents dans mon sac. Et si c'était dangereux? Et si ma mère m'avait entraîné dans quelque chose de plus grand que moi? En arrivant à Saint-Véran, le village était encore plus isolé que je ne l'imaginais. Des maisons en pierre s'alignaient le long d'une rue principale déserte, et un clocher sonnait l'heure dans le silence. Je suivis les indications des documents jusqu'à une petite maison à l'écart, entourée de ronces. La clé dans ma main semblait vibrer, comme si elle savait qu'elle était chez eux. Elle est le point J. Descendit de la voiture, le cœur battant. La maison était en ruine, les volets à moitié arrachés, la porte couverte de mousse. Je m'approchai, la clé à la main, et me préparai à ouvrir la porte. Mais au fond de moi, une voix murmurait « Es-tu prête à découvrir ce que ta mère a caché toute sa vie ?» Le vent soufflait doucement à travers les ronces qui entouraient la maison abandonnée de Saint-Véran. La clé dans ma main semblait lourde, comme si elle portait le poids de toutes les questions que je m'étais posées depuis la lecture du Testament. J'étais seule, face à cette porte en bois délabré, dans un village où le silence était presque palpable. Mon cœur battait à tout rompre, un mélange d'excitation et de terreur. La vérité est dans la voiture, avait écrit ma mère. Et maintenant, cette maison, ce legs inattendu, semblait être la prochaine pièce du puzzle. Mais étais-je prête à découvrir ce que ma mère avait caché, ce que mon père avait laissé derrière lui? Je glissai la clé dans la serrure, et après un craquement, la porte s'ouvrit dans un grincement sinistre. Une odeur de moisi et de bois humide m'enveloppa. L'intérieur était sombre, les volets fermés laissaient à peine filtrer des rayons de lumière poussiéreuse. Je fis un pas, puis un autre, mes chaussures résonnant sur le parquet usé. La maison était petite, presque étouffante, avec des meubles recouverts de drap blanc, comme des fantômes figés dans le temps. Une table bancale, une cheminée noircie, une étagère croulant sous des livres rongés par l'humidité. Tout semblait appartenir à une autre époque, une époque où mon père vivait encore avec nous. J'y ai posé mon sac sur la table et commencé à fouiller, mes mains tremblantes. Dans un vieux coffre en bois, je trouvai une pile de lettres attachées par un ruban rouge, des photos jaunies, et un journal intime à la couverture en cuir craquelé. Mon souffle se coupa lorsque je reconnus l'écriture sur la première lettre, celle de mon père, Jacques. Je m'assis sur une chaise branlante, le journal entre les mains, et commençai à lire. Les premières pages étaient datées de 1988, un an avant son départ. Les mots étaient durs, pleins de colère et de douleur. Catherine me manipule, elle me menace. Elle veut que je disparaisse, pour protéger ses secrets. Mon père parlait de l'entreprise familiale, de contrats douteux, de sommes d'argent qui disparaissaient dans des comptes offshore. Il écrivait qu'il avait découvert quelque chose de grave, quelque chose qui pourrait détruire la réputation de ma mère. Mais quoi? Les pages suivantes devenaient plus personnelles. Claire, ma petite étoile, je ne veux pas te quitter. Mais si je reste, elle me brisera. Elle brisera tout. Des larmes coulèrent sur mes joues. Mon père ne m'avait pas abandonné de son plein gré. Ma mère l'avait chassé, l'avait forcé à partir. Pourquoi? Qu'avait-il découvert de si terrible? Je feuilletai les photos, une image de moi, à 5 ans, riant dans ses bras, une autre de lui, seul, devant cette maison. Il avait l'air fatigué, mais ses yeux brillaient d'une détermination que je ne lui avais jamais connue. Soudain, un bruit me fit sursauter, le crissement de pneus sur le gravier dehors. Je me levai d'un bond, le journal serré contre ma poitrine. À travers une fente dans les volets, je vis 2 voitures s'arrêter devant la maison, la berline noire de Marc et la décapotable rouge de Sophie. Mon sang se glaça. Comment m'avait-il trouvé? Était-ce lié à l'appel anonyme de la veille? Je n'eus pas le temps de réfléchir. La porte s'ouvrit brutalement, et Sophie entra, suivie de Marc. Claire, qu'est-ce que tu fais ici? Lança Sophie, son ton oscillant entre colère et curiosité. Elle portait un tailleur blanc, impeccable, comme si elle sortait d'un défilé. Marc, derrière elle, restait silencieux, mais son regard scrutait la pièce, comme s'il cherchait quelque chose. Comment m'avez-vous trouvé? Demandai-je, la voix tremblante mais ferme. Vous me suivez? Sophie ricana, croisant les bras. Oh, s'il te plaît, Claire. Tu crois vraiment qu'on te laisserait fouiller dans les affaires de maman sans vérifier ce que tu fabriques? Cette lettre, cette voiture.
Tu caches quelque chose, et on veut savoir quoi. Marc s'avança, sa voix basse mais autoritaire. Claire, rends-nous ce que tu as trouvé. Tout ça ne te concerne pas, je serrai le journal plus fort. Pas me concerne? C'est de papa qu'il s'agit. De ce que maman lui a fait. Vous saviez, n'est-ce pas? Vous saviez qu'elle l'a chassé. Un silence tendu s'installa. Sophie détourna le regard, mal à l'aise, tandis que Marc pinça les lèvres. Tu ne comprends rien, Claire, dit-il enfin. Papa était un problème. Il voulait tout détruire. L'entreprise, la famille, tout. Maman a fait ce qu'elle devait faire. Ce qu'elle devait faire, criai-je, la colère prenant le dessus. Elle l'a brisé. Elle m'a privé de mon père. Et vous, vous l'avez laissé faire. Sophie s'approcha, son ton devenant menaçant. Écoute, petite sœur, arrête de jouer les victimes. Tu as toujours été faible, toujours à te plaindre. Rends-nous ces papiers, et on oubliera tout ça. Je reculai, le journal toujours serré contre moi. Non. Je veux la vérité. Toute la vérité. À cet instant, un nouveau bruit interrompit notre dispute, des pas lourds à l'extérieur. Avant que je puisse réagir, la porte s'ouvrit à nouveau, et un homme entra. Il était grand, les cheveux grisonnants, avec une cicatrice sur la joue gauche. Son regard était dur, presque dangereux. Il tenait un objet dans sa main droite, et il me fallut une seconde pour réaliser que c'était une arme-poing. Personne ne bouge, dit-il, sa voix rauque, celle que j'avais entendue au téléphone. Claire, donne-moi ce que tu as trouvé dans la voiture. Mon cœur s'arrêta. Sophie laissa échapper un cri étouffé, et Marc leva les mains en signe de reddition. Qui êtes-vous? Demanda-t-il, sa voix tremblant légèrement. L'homme ignora Marc, ses yeux fixés sur moi. Je m'appelle Vincent. J'étais l'associé de ton père, Claire. Et je sais ce que cette Renault cache. Un enregistrement. Une preuve qui peut détruire tout ce que ta mère a construit. Un enregistrement? Mon esprit tournait à toute vitesse. Était-ce cela, la vérité dont parlait la lettre? Une preuve contre ma mère, cachée dans la voiture? Je repensais au compartiment dans le coffre, à l'enveloppe Kraft. Avais-je raté quelque chose? Je n'ai rien trouvé de tel, balbutiai-je, essayant de gagner du temps. Vincent pointa son arme sur moi, son regard glacial. Ne joue pas avec moi, Claire. Je sais que c'est ici. Ou dans la voiture. Donne-le-moi, ou ça va mal finir. Sophie, paniquée, se tourna vers moi. Claire, fais ce qu'il dit. Tu veux qu'on meure pour tes bêtises? Marc, plus calme, tenta de négocier. Écoutez, Vincent, on peut discuter. Si c'est une question d'argent. Vincent éclata d'un rire amer. De l'argent? Tu crois que c'est une question d'argent? Ta mère a ruiné ma vie, comme elle a ruiné celle de Jacques. Cet enregistrement, c'est ma revanche. Je sentais la panique monter, mais aussi une étrange clarté. Cet homme, cet enregistrement, ces secrets, tout était lié à mon père, à ma mère, à l'entreprise. Et moi, j'étais au centre de cette tempête. Dites-moi la vérité, dis-je, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Qu'est-ce que ma mère a fait? Qu'est-ce que cet enregistrement prouve? Vincent me fixa, comme s'il pesait ses options. Puis, lentement, il baissa son arme, juste assez pour que je reprenne mon souffle. Ta mère trafiquait avec des partenaires douteux. Des contrats illégaux, des pots de vin, des comptes cachés. Jacques l'a découvert, et il voulait tout révéler. Elle l'a menacé, l'a forcé à partir. Mais il avait un atout, un enregistrement d'une de ses conversations avec un client. Une preuve accablante. Il l'a cachée dans la Renault, et elle ne l'a jamais trouvée. Je regardais Marc et Sophie, cherchant une trace de surprise sur leur visage. Mais ils semblaient coupables. Vous saviez, murmurai-je, la gorge nouée. Vous saviez tout ça, et vous n'avez rien dit. Sophie éclata en sanglots. Je ne savais pas tout, Claire. Juste, des rumeurs. Maman disait que c'était pour protéger l'entreprise, pour nous protéger. Marc, lui, restait silencieux, son regard fuyant.
La vérité me frappa comme une gifle. Ma famille entière était complice, d'une manière ou d'une autre. Et moi, j'étais la seule à avoir été laissée dans l'ignorance. Vincent fit un pas vers moi. La voiture, Claire. Où est-elle? Je repensai à la Renault, garée au manoir. Était-il possible que j'aie manqué quelque chose dans le compartiment? Une cassette, un disque, une clé USB? Mon esprit tournait à toute vitesse. Si cet enregistrement existait, il pouvait tout changer, détruire l'entreprise, salir la mémoire de ma mère, mais aussi rendre justice à mon père. Je ne l'ai pas, dis-je, jouant le tout pour le tout. Mais je peux le trouver. Donnez-moi du temps. Vincent plissa les yeux, son arme toujours pointée sur moi. Tu as jusqu'à demain matin. Si tu ne me donnes pas cet enregistrement, je viendrai le chercher moi-même. Et crois-moi, Claire, tu ne veux pas me voir revenir. Il tourna les talons et quitta la maison, laissant un silence assourdissant derrière lui. Sophie s'effondra sur une chaise, en pleurs, tandis que Marc me fixait, furieux. Tu viens de nous mettre tous en danger, Claire, grogna-t-il. Tout ça pourquoi? Pour papa? Il est parti, il ne reviendra pas. Je le regardais, les larmes aux yeux mais la colère plus forte que jamais. Peut-être. Mais je vais trouver la vérité, Marc. Avec ou sans vous. Le silence dans la maison abandonnée de Saint-Véran était assourdissant après le départ de Vincent. Son ultimatum résonnait encore dans ma tête, tu as jusqu'à demain matin. Mon cœur battait à tout rompre, mes mains tremblaient, tenant toujours le journal intime de mon père. Sophie était effondrée sur une chaise, les joues striées de larmes, tandis que Marc, immobile près de la porte, fixait le sol comme s'il cherchait une issue à cette situation. Moi, Claire, 38 ans, je me tenais au centre de cette tempête, partagée entre la peur, la colère et une détermination nouvelle, plus forte que jamais. J'avais découvert la vérité sur mon père, sur ma mère, sur cette famille qui m'avait toujours rejetée. Mais maintenant, un homme armé me menaçait, et tout dépendait de cet enregistrement que je n'avais pas encore trouvé. Claire, qu'est-ce que tu vas faire? Murmura Sophie, sa voix brisée par les sanglots. Cet homme, il va revenir. Il va nous tuer. Je la regardais, partagée entre la pitié et le mépris. Sophie, si sûre d'elle au manoir, si cruelle avec ses moqueries, semblait maintenant fragile, presque enfantine. Tu savais, Sophie, dis-je, ma voix froide. Tu savais que maman avait chassé papa, qu'elle cachait des choses. Et tu n'as rien dit. Elle baissa les yeux, secouant la tête. Je ne savais pas tout, Claire. Juste, des bribes. Maman disait que c'était pour le bien de l'entreprise, pour nous. Je ne voulais pas poser de questions. Et toi, Marc, demandai-je, me tournant vers mon frère. Il releva la tête, son regard dur mais teinté d'une lueur de culpabilité. Tu étais au courant, n'est-ce pas? Tu as laissé maman détruire papa. Marc serra les poings. Tu ne comprends pas, Claire. L'entreprise, c'était tout. Maman a fait des choix difficiles, mais c'était pour nous protéger. Papa voulait tout détruire, exposer des choses qui auraient ruiné notre nom, notre avenir. Notre avenir, criai-je, la colère explosant. Et le mien, d'avenir? Vous m'avez laissé dans l'ignorance, vous m'avez humilié avec cette voiture, et maintenant, je suis en danger à cause de vos secrets. Un silence lourd s'installa. Marc détourna le regard, et Sophie se remit à pleurer. Mais je n'avais plus le temps pour leurs excuses. Vincent voulait cet enregistrement, et je devais le trouver avant qu'il ne revienne. Je repensai à la Renault 4 litres, au compartiment dans le coffre où j'avais découvert les documents. Avais-je manqué quelque chose? Une cassette, une clé USB, quelque chose de plus petit? Il fallait que je retourne au manoir, que je fouille à nouveau. Je vais chercher cet enregistrement, dis-je, attrapant mon sac et le journal de mon père. Vous pouvez rester ici à vous lamenter, mais moi, je veux la vérité. Marc fit un pas vers moi. Claire, c'est trop dangereux. Laisse-moi gérer ça. Je peux parler à Vincent, lui offrir de l'argent. De l'argent, l'interrompis-je, incrédule. Tu penses que tout se règle avec de l'argent? Cet homme veut justice, Marc. Et moi aussi.
Sans attendre leur réponse, je sortis de la maison, la clé de la Clio de location dans la main. La nuit tombait sur Saint-Véran, et les ombres des arbres semblaient danser autour de moi, amplifiant mon sentiment de danger. Je conduisis à toute vitesse vers le manoir, l'adrénaline me tenant éveillé malgré la fatigue. Les mots de Vincent tournaient en boucle dans ma tête, un enregistrement, une preuve accablante contre ma mère. Si je le trouvais, que ferais-je? Le donner à Vincent? Le détruire pour protéger Marc et Sophie? Ou le remettre à la police, comme mon père l'aurait peut-être voulu? En arrivant au manoir, il était près de minuit. La maison était plongée dans l'obscurité, à l'exception d'une lumière vacillante dans le garage. Mon cœur se serra. Était-ce Vincent? Quelqu'un d'autre? Je garai la Clio à distance et m'approchai à pied, le plus discrètement possible. La porte du garage était entr'ouverte, et j'entendis un bruit de métal, comme si quelqu'un fouillait. Je retins mon souffle et poussai la porte-poing à l'intérieur, sous la lumière pâle d'une ampoule nue, je vis la Renault 4 litres, son coffre ouvert. Et là, penchée sur le compartiment que j'avais découvert, se tenait tante Élise. Elle sursauta en m'entendant, lâchant un petit cri. « Claire! Mon Dieu, tu m'as fait peur. » « Élise, murmurai-je, abasourdi. Qu'est-ce que tu fais ici? » Elle se redressa, un air coupable sur le visage. Je savais que tu viendrais. J'ai vu la voiture, j'ai pensé que tu avais peut-être trouvé quelque chose. Je plissai les yeux, méfiante. Tu savais pour l'enregistrement, n'est-ce pas? Élise soupira, ses épaules s'affaissant. Pas tout, Claire. Mais j'avais des soupçons. Ta mère, elle n'était pas ce qu'elle semblait. Quand elle m'a dit qu'elle te laissait la Renault, j'ai compris qu'il y avait autre chose. Elle voulait que tu trouves la vérité, à sa manière. Je sentis une vague de colère monter. Pourquoi personne ne m'a rien dit? Pourquoi tout ce secret? Parce que ta mère avait peur, répondit Élise, sa voix tremblante. Peur de ce que tu penserais d'elle. Peur de ce que tu ferais si tu savais. Je n'eus pas le temps de répondre. Un déclic métallique résonna dans le garage. Je me retournai, et là, dans l'embrasure de la porte, se tenait Vincent, son arme à nouveau pointée sur moi. Tu es revenue, Claire. Bien. Où est l'enregistrement? Je levai les mains, essayant de garder mon calme. Écoutez, Vincent, je veux la vérité autant que vous. Laissez-moi chercher encore. Je ne l'ai pas trouvé, mais je sais qu'il est là. Il hésita, son regard passant de moi à Élise. Tu as 5 minutes, grogna-t-il. Après, je prends la voiture, et je la démonte pièce par pièce s'il le faut. Élise me lança un regard implorant. Claire, sois prudente. Je me précipitai vers la Renault, le cœur battant. Le compartiment du coffre était vide, mais je repensai à la voiture dans son ensemble. Où mon père aurait-il caché quelque chose? Je fouillai frénétiquement, passant mes mains sous les sièges, dans les panneaux de porte, derrière le tableau de bord. Et là, sous une plaque en plastique mal fixée, je sentis quelque chose de dur. Je tirai, et une petite cassette audio, vieille de plusieurs décennies, tomba dans ma main. Je la fixai, incrédule. Était-ce cela? La preuve que Vincent cherchait? Je la glissai dans ma poche juste avant qu'il ne s'approche. Tu as trouvé quelque chose, demanda-t-il, son arme toujours levée. J'y pris une profonde inspiration, jouant le tout pour le tout. Vincent, écoutez-moi. Je veux justice pour mon père, mais je ne veux pas que ça finisse dans le sang. Laissez-moi écouter cet enregistrement, comprendre ce qu'il contient. Ensuite, je vous le donnerai. Il plissa les yeux, mais baissa légèrement son arme. Tu as du cran, Claire. D'accord. Mais je reste là. Je n'avais pas de magnétophone sous la main, mais Élise intervint. Il y en a un dans le manoir, dans le bureau de Catherine. Nous nous dirigeâmes vers la maison, Vincent sur mes talons. Dans le bureau, je trouvai un vieux magnétophone poussiéreux. Mes mains tremblaient en insérant la cassette. Une voix familière, celle de ma mère, emplit la pièce. Elle parlait à un homme, négociant des contrats illégaux, mentionnant des comptes cachés, des pots de vin. Chaque mot était comme un coup de poignard. Mon père avait raison,
ma mère était impliquée dans des affaires criminelles. Vincent hocha la tête, un sourire amer sur les lèvres. C'est ça. La preuve. Mais je ne pouvais pas lui donner la cassette, pas encore. Vincent, si je vous donne ça, vous disparaîtrez, et personne ne saura la vérité. Laissez-moi aller à la police. C'est ce que mon père aurait voulu. Il éclata de rire, mais son regard était incertain. La police? Tu crois qu'ils toucheront à ta famille? Ils sont tous corrompus. À cet instant, des phares illuminèrent la fenêtre. Des voitures de police. Élise, discrètement, avait appelé les autorités pendant que je fouillais la voiture. Vincent paniqua, pointant son arme sur moi. Tu m'as trahi. Non, criai-je. Je veux la vérité, comme vous. Les policiers firent irruption, ordonnant à Vincent de lâcher son arme. Après un moment de tension, il se rendit, menottes au poignet. Élise s'approcha de moi, les larmes aux yeux. Je suis désolée, Claire. Je devais le faire. Pour toi. Je la serrai dans mes bras, épuisée mais soulagée. La cassette était toujours dans ma poche. J'avais décidé, je la remettrais à la police. Marc et Sophie devraient affronter les conséquences. L'entreprise, leur héritage, tout cela n'avait plus d'importance. Ce qui comptait, c'était la vérité, et la justice pour mon père. J'y rentrais chez moi à l'aube, la cassette serrée dans ma main. J'étais brisée, mais aussi libérée. Pour la première fois, je sentais que j'avais pris le contrôle de ma vie, que je n'étais plus la Claire invisible, celle que tout le monde moquait. J'avais trouvé la force de faire face à ma famille, à Vincent, à la vérité. Et maintenant, il était temps de reconstruire. Les semaines qui suivirent l'incident au manoir furent comme un brouillard. Je me réveillais chaque matin avec un poids sur la poitrine, un mélange de soulagement et de tristesse qui ne semblait jamais vouloir s'effacer. La cassette, cette petite relique du passé, avait tout changé. En la remettant à la police, j'avais ouvert une boîte de Pandore, révélant non seulement les secrets de ma mère, mais aussi les fissures profondes de ma famille. L'entreprise textile Dubois et Fils, l'héritage si précieux de Marc, était maintenant sous enquête. Les journaux locaux parlaient de « scandales financiers », de « contrats illégaux » et de « comptes cachés ». Le nom de ma mère, autrefois synonyme de respect dans notre petite ville, était traîné dans la boue. Et moi, Claire, 38 ans, celle que tout le monde avait toujours sous-estimée, j'étais au centre de cette tempête. Je m'étais installée dans mon petit appartement, cherchant refuge dans la routine. Chaque matin, je préparais mon café, m'asseyais à la fenêtre et regardais la rue s'éveiller. Mais ce n'était plus la même Claire qui faisait ces gestes. Quelque chose en moi avait changé. La femme timide, celle qui baissait les yeux face aux moqueries de Sophie ou à l'indifférence de Marc, avait disparu. À sa place, il y avait une femme qui avait affronté un homme armé, qui avait tenu tête à sa famille, qui avait choisi la vérité, même au prix de tout perdre. Un après-midi, alors que la pluie tambourinait doucement contre mes fenêtres, mon téléphone vibra. C'était Sophie. Depuis Saint-Véran, je n'avais eu aucune nouvelle d'elle, ni de Marc. J'hésitais, mon doigt suspendu au-dessus de l'écran. Une partie de moi voulait ignorer l'appel, laisser le passer là où il était. Mais une autre partie, celle qui cherchait encore des réponses, me poussa à décrocher. Claire. Sa voix était hésitante, presque fragile, loin de l'arrogance qu'elle affichait au manoir. C'est moi. Je voulais te parler. Je restai silencieuse, attendant qu'elle continue. Elle prit une profonde inspiration. Je suis désolée, Claire. Pour tout. Pour les moqueries, pour t'avoir laissée seule avec tout ça. J'étais jalouse, tu sais. De toi, de ta liberté. Moi, j'étais coincée dans l'ombre de maman, à essayer de lui plaire. Je serrai le téléphone, surprise par cet aveu. Sophie, jalouse de moi? C'était absurde. Elle avait tout, la beauté, l'argent, la maison à Nice. Pourtant, sa voix tremblait, pleine de regrets. Je veux me racheter, Claire. On peut se voir? Essayer de repartir de zéro? Je fermai les yeux, pesant ces mots. Une partie de moi voulait accepter, retrouver la sœur que j'avais perdue il y a si longtemps. Mais une autre partie, plus forte,
me rappelait les années de mépris, les blessures qu'elle avait infligées. Sophie, je ne sais pas si je suis prête, dis-je enfin, ma voix douce mais ferme. J'ai besoin de temps. Un silence suivit, puis elle murmura, je comprends. Mais je serai là, si tu changes d'avis. En raccrochant, je sentis une étrange paix m'envahir. Dire non à Sophie, poser mes limites, c'était une victoire, aussi petite soit-elle. Pour la première fois, je ne me sentais plus obligée de plaire, de me plier aux attentes des autres. Marc, lui, ne m'avait pas contacté. Les journaux disaient qu'il avait été interrogé par la police, mais aucune charge n'avait été retenue contre lui pour le moment. L'entreprise, cependant, était en liquidation. Son rêve d'expansion internationale s'était effondré, et avec lui, son arrogance. Une partie de moi ressentait de la pitié pour lui, mais une autre savait qu'il avait fait ses choix, tout comme ma mère. Tante Élise, en revanche, devint un pilier dans ma vie. Quelques jours après l'incident, elle m'avait invité chez elle, dans sa petite maison à la campagne entourée de rosiers. Nous avions passé l'après-midi à boire du thé, à parler de tout et de rien. Puis, au détour d'une conversation, elle avait abordé le sujet de ma mère. Catherine t'aimait, Claire, avait-elle dit, ses yeux gris pleins de douceur. Mais elle ne savait pas le montrer. Elle était dure, même avec elle-même. Quand elle t'a laissé cette voiture, je crois qu'elle voulait te donner une chance de découvrir la vérité, de te libérer d'elle. Je l'avais regardée, sceptique. Me libérer? En m'humiliant? Élise avait souri, un sourire triste. Parfois, la liberté passe par la douleur. Elle voulait que tu sois forte, à ta manière. Pas comme Marc ou Sophie, mais comme toi, Claire. Ces mots m'avaient hanté. Était-ce possible? Ma mère, si froide, si distante, avait-elle vu en moi une force que je n'avais jamais reconnue? Je repensais à la Renault 4 litres, toujours garée dans le garage du manoir. J'avais décidé de ne pas la vendre, pas encore. Cette voiture, si moquée par ma famille, était devenue un symbole. Pas de l'humiliation, mais de ma résilience, de ma capacité à surmonter les obstacles. Un mois plus tard, je pris une décision radicale, je vendis la maison de Saint-Véran. Elle était trop chargée de souvenirs, trop liée à la douleur de mon père. L'argent de la vente, modeste mais suffisant, me permit de quitter mon travail de secrétaire. J'avais toujours aimé écrire, mais je n'avais jamais osé m'y consacrer. Maintenant, avec cette nouvelle liberté, je commençais à noter mon histoire, celle de la Renault, du testament, des secrets de ma famille. Les mots coulaient, comme si je libérais des années de silence. Peut-être qu'un jour, je publierai ce récit, pour aider d'autres femmes à trouver leur propre force dans les épreuves. Un après-midi, alors que j'écrivais dans mon petit salon, Élise m'appela. Claire, viens dîner ce soir. J'ai quelque chose à te montrer. Curieuse, je me rendis chez elle. Après un repas simple, une soupe de légumes et du pain frais, elle me tendit une boîte en métal, rouillée mais soigneusement fermée. Je l'ai trouvée dans les affaires de Catherine, après l'enquête. Elle voulait que tu l'aies. Je l'ouvris, le cœur battant. À l'intérieur, il y avait une lettre, écrite de la main de ma mère, et une petite étoile en argent, un pendentif que je reconnaissais vaguement. La lettre était brève, mais chaque mot pesait lourd. Claire, ma fille, je n'ai jamais su te dire que je t'aimais. J'ai construit des murs, pour te protéger, pour me protéger. Cette étoile était à ton père. Garde-la, et souviens-toi que tu es plus forte que moi. Catherine. Je refermai la lettre, les larmes aux yeux. Élise posa une main sur mon épaule. Elle t'aimait, Claire. À sa manière. Je hochai la tête, incapable de parler. Cette lettre, ce pendentif, c'était le premier signe d'amour que ma mère m'avait jamais donné. Mais ce n'était pas assez pour effacer la douleur, les années de silence. Je décidai de garder l'étoile, non pas pour ma mère, mais pour mon père, pour me rappeler qu'il m'avait appelée, ma petite étoile. Les jours passèrent, et je commençai à construire une nouvelle vie. J'écrivais chaque jour, trouvant du réconfort dans les mots. Je repris contact avec de vieux amis, des collègues qui m'avaient toujours soutenu. Je m'inscrivis à un atelier d'écriture, où je rencontrais des femmes comme moi, des femmes qui avaient traversé des épreuves et cherchaient à se réinventer. Leurs histoires me donnaient du courage,
me rappelait que je n'étais pas seule. Un soir, alors que le soleil se couchait, je pris la Renault 4 litres pour une balade. Elle toussait encore, mais elle roulait, fidèle à elle-même. Je conduisis jusqu'à une petite route de campagne, bordée de champs dorés. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentis libre. Libre des attentes de ma mère, des jugements de Marc et Sophie, du poids du passé. La Renault, cette voiture que tout le monde avait moquée, m'avait mené jusqu'à cette liberté. Je m'arrêtais au bord de la route, couper le moteur et regarder le ciel s'embraser de rose et d'orange. Je repensais à tout ce que j'avais appris, le courage de faire face à la vérité, l'importance de poser des limites, la valeur de ma propre voix. Ma mère m'avait laissé une voiture, mais en réalité, elle m'avait donné bien plus, la chance de me découvrir, de devenir la femme que j'avais toujours été, au fond de moi. En rentrant chez moi, je m'assis à mon bureau, l'étoile en argent autour de mon cou. J'ouvris mon carnet et écrivis, parfois, les héritages les plus précieux ne sont pas ceux qu'on voit, mais ceux qui nous poussent à nous relever, à nous battre, à vivre. Ces mots étaient pour moi, mais aussi pour toutes celles qui, comme moi, avaient cru qu'elles n'étaient pas assez. Nous l'étions. Nous l'avions toujours été. Si je vous raconte cette histoire aujourd'hui, c'est parce qu'elle est bien plus qu'un simple récit de famille, de secrets et de trahison. C'est l'histoire d'une femme qui a appris à se relever, à trouver sa voie, à se libérer des chaînes du passé. Moi, Claire, 38 ans, je ne suis plus celle que j'étais il y a quelques mois, lorsque j'ai reçu cette lettre mystérieuse et cette vieille Renault 4 litres. Ce legs, que ma famille moquait, m'a mené sur un chemin que je n'aurais jamais imaginé. Et maintenant, je veux partager avec vous la fin de ce voyage, ou plutôt, le début d'un nouveau chapitre. Quelques mois après avoir remis la cassette à la police, ma vie avait pris une tournure inattendue. L'enquête sur l'entreprise familiale avait révélé l'ampleur des agissements de ma mère. Des contrats illégaux, des comptes offshore, des partenaires douteux, tout ce que mon père avait découvert des années plus tôt était maintenant exposé au grand jour. L'entreprise Dubois et Fils, autrefois un pilier de notre petite ville, avait été liquidée. Marc, qui avait bâti son identité sur cet empire, s'était retiré dans l'ombre. Les journaux disaient qu'il avait déménagé à l'étranger, peut-être pour échapper à la honte. Je n'avais pas cherché à le contacter. Il avait fait ses choix, et moi, j'apprenais à faire les miens. Sophie, en revanche, continuait d'essayer de renouer avec moi. Elle m'envoyait des messages, parfois des lettres, pleines de remords et de promesses. « Claire, je veux être une meilleure sœur », écrivait-elle. « Laisse-moi une chance. » Mais chaque fois que je lisais ces mots, je repensais à ses rires au manoir, à ses piques cruelles. J'avais pardonné, peut-être, mais je n'étais pas prête à oublier. Pas encore. Je lui répondais parfois, des messages brefs, polis, mais je gardais mes distances. J'avais appris une leçon précieuse, ma paix intérieure valait plus que les attentes des autres, même celles de ma famille. Tante Élise restait mon ancre. Nous nous voyions souvent, partageant des repas simples dans sa maison pleine de rosiers. Un jour, alors que nous prenions le thé sur sa terrasse, elle me tendit une vieille photo qu'elle avait trouvée dans les affaires de ma mère. C'était une image de moi, bébé, dans les bras de mon père, avec ma mère à leur côté. Elle souriait, un sourire rare, presque vulnérable. « Ils t'aimaient, Claire », dit Élise, sa voix douce comme une caresse. Mais ils étaient prisonniers de leurs propres démons. Je pris la photo, caressant le bord usé. « Pourquoi ne m'a-t-elle jamais dit qu'elle m'aimait ?» demandai-je, plus pour moi-même que pour Élise. Elle posa une main sur la mienne. Catherine était compliquée. Elle pensait que l'amour, c'était te protéger, même si ça voulait dire te tenir à distance. Cette Renault, cette lettre, c'était sa manière de te donner une chance de te libérer. Ces mots résonnaient encore en moi lorsque je décidai de rendre visite à la tombe de ma mère. C'était un matin d'automne, frais et lumineux, avec des feuilles dorées jonchant le cimetière. Je m'arrêtai devant la pierre gravée de son nom, Catherine Dubois, 1958 à 2025. Je n'avais pas prévu de mots, pas préparé de discours. Je me contentais de poser une rose blanche sur la tombe, l'étoile en argent autour de mon cou scintillant sous le soleil. Je ne sais pas si je te pardonne, maman, murmurai-je, ma voix tremblante. Mais je te remercie. Pour la vérité. Pour m'avoir poussée à être plus forte. Je restai là un moment, laissant le vent emporter mes mots.
Ce n'était pas un pardon, pas vraiment, mais une forme de paix. J'avais passé ma vie à chercher l'approbation de ma mère, à espérer un signe d'amour qu'elle n'avait jamais su me donner. Maintenant, je comprenais que cet amour, je devais le trouver en moi-même. En quittant le cimetière, je pris une décision. J'allais écrire mon histoire, pas seulement pour moi, mais pour toutes celles qui, comme moi, avaient cru qu'elle n'était pas assez. J'avais quitté mon travail de secrétaire, grâce à l'argent de la vente de la maison de Saint-Véran, et je m'étais inscrite à un atelier d'écriture. Chaque semaine, je retrouvais d'autres femmes, des mères, des divorcées, des rêveuses, toutes avec leurs propres blessures et leurs propres espoirs. Ensemble, nous partagions nos récits, nos peurs, nos victoires. Et dans leurs yeux, je voyais un reflet de ma propre force. J'avais commencé à écrire un livre, un témoignage de mon parcours. Les mots coulaient, parfois douloureux, parfois libérateurs. Je racontais l'humiliation du testament, la découverte de la Renault, la vérité sur mon père, la confrontation avec Vincent. Mais surtout, je racontais comment j'avais appris à me relever, à dire non, à choisir ma propre voie. Ce livre n'était pas encore terminé, mais je savais qu'il serait ma manière de tendre la main à d'autres, de leur dire « Vous êtes assez. Vous l'avez toujours été ». Un soir, après une longue journée d'écriture, je décidai de reprendre la Renault 4 litres. Elle était toujours là, garée dans le garage du manoir, que j'avais décidé de vendre. La voiture toussait encore, mais elle roulait, fidèle à elle-même. Je conduisis jusqu'à un café en bordure de la ville, un endroit chaleureux avec des tables en bois et des lampes tamisées. Je m'installai à une table près de la fenêtre, mon carnet ouvert devant moi, l'étoile en argent autour de mon cou. Dehors, la Renault était garée, sa peinture verte écaillée scintillant sous un réverbère. Elle n'était plus un symbole d'humiliation, mais un rappel de tout ce que j'avais surmonté. J'y levé les yeux vers la serveuse, une femme d'une 50aine d'années avec un sourire bienveillant. « Vous écrivez un roman ?» demanda-t-elle en posant une tasse de thé devant moi. J'y souris, un peu timide. « Quelque chose comme ça. Une histoire, ma propre histoire. » Elle hocha la tête, comme si elle comprenait. « Les meilleures histoires sont celles qu'on vit. Continuez, ma chère. » Ces mots me touchèrent plus que je ne l'aurais cru. Je repris mon stylo et écrivis, « Parfois, les héritages les plus précieux ne sont pas ceux qu'on touche, mais ceux qu'on découvre en soi. La force, le courage, la liberté. » Ces mots étaient pour moi, mais aussi pour vous, qui m'écoutez aujourd'hui. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont leurs propres batailles, leurs propres secrets, leurs propres rêves. Et je veux vous dire ceci, vous n'êtes pas seul. Vous êtes assez. Et parfois, il suffit d'une vieille voiture, d'une lettre, d'un pas en avant pour le découvrir. En rentrant chez moi ce soir-là, je me sentis légère, comme si le poids du passé s'était enfin dissipé. La Renault roula doucement, ses phares perçant l'obscurité. J'allumai la radio, et une vieille chanson française emplit l'habitacle, me ramenant à des souvenirs d'enfance, des moments où mon père me chantait des berceuses. Je souris, les larmes aux yeux, mais pour la première fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de gratitude, pour lui, pour moi, pour ce chemin inattendu. Et maintenant, à vous, qui avez suivi mon histoire jusqu'ici, je veux dire merci. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage, d'avoir partagé mes peurs, mes doutes, mes triomphes. Si mon histoire vous a touché, si elle vous a inspiré, je vous invite à vous abonner à notre canal Histoire de tous les jours. Cliquez sur le bouton, activez la cloche, et rejoignez notre communauté pour découvrir d'autres récits qui parlent au cœur. Parce que chaque histoire compte, tout comme la vôtre. J'y suis claire, et ceci est mon histoire. Mais c'est aussi la vôtre, si vous choisissez de croire en vous. À bientôt, pour de nouvelles aventures, de nouvelles vérités, de nouveaux commencements.